Bonjour, 100% gestion flexible, c'est tout de suite, c'est maintenant avec Gad Amar, Managing Director chez BlackRock. BlackRock, le leader mondial de la gestion d'actifs. Gad, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Et alors nous retrouverons aussi en duplex notre expert pour sa rubrique habituelle et dans la seconde partie d'émission, Édouard Petit-Didier, associé fondateur du cabinet Allure Finance pour un jeu de questions-réponses avec Gad Amar. Mais avant, on revient très vite sur le fond avec Jean-Yves Courcial. Jean-Yves, c'est à vous. Bonjour Bogdan, le fonds BGF Global Allocation est un fonds flexible. Son portefeuille est en général constitué de plus de 700 titres diversifiés, tant sur le front des classes d'actifs, on y retrouve des actions, des obligations, des produits monétaires, que d'un point de vue géographique et sectoriel. Alors comment sont sélectionnés ces titres? Eh bien pour les actions, il s'agit d'une approche value basée sur la recherche fondamentale et concernant les obligations, les équipes de gestion s'intéressent au rendement ajusté du risque. Enfin, la discipline de vente est stricte. Les titres sont cédés en cas de valorisation nettement supérieure aux niveaux historiques ou de détérioration des fondamentaux. Pour résumer, le fonds BGF Global Allocation cherche à tirer parti d'opportunités long terme, une stratégie gagnante puisque le fonds est noté Platinum par Standard & Poor's et Gold par Morningstar. Merci Jean-Yves. Gad, c'est à nous maintenant, on va parler performance cette fois-ci. Alors, en termes de performance, est-ce que ce fonds a un objectif ? Rappelons tout d'abord quelle est la vocation initiale de ce fonds. On l'a construit pour être un véhicule cœur de portefeuille. L'objectif, c'est de permettre aux investisseurs d'avoir un moteur de croissance dans leur allocation qui va leur donner une exposition au marché action avec un tiers de moins de volatilité. Et donc ceci se traduit par quoi? Par le fait qu'il n'y a pas un véritable objectif de performance, mais plutôt il faut regarder ce que donnerait l'univers des actions au niveau mondial et enlever un tiers de la volatilité, se dire c'est ça ce qu'on veut. On veut avoir la performance des actions, un tiers de volatilité en moins. Oui Gad, mais chez nous on aime bien parler chiffres. Alors vous avez un fonds qui est très ancien maintenant. Alors en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Alors sur le véhicule européen dont nous avons le droit de parler, bien évidemment pour des raisons réglementaires, on parle d'une performance de 7,4% sur la part dollar, annualisée. Ah oui. Et 7,2% sur la part euro. C'est bien ça, c'est-à-dire que c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'un investisseur pourrait doubler son capital tous les 10 ans. Et donc on a envisagé ce véhicule en se disant mais en fait c'est un véritable véhicule d'épargne. On a pris une situation, on s'est dit imaginons quelqu'un qui a un capital d'1 million d'euros et qui décide de placer dans le fonds il y a 15 ans. Il décide en plus qu'il va s'en servir comme d'un véhicule d'épargne, donc il va retirer 50 000 euros par an. Donc c'est-à-dire 750 000, 75% du capital initial sera retiré. Il aura à la fin un peu plus d'1 700 000 euros de capital. C'est-à-dire qu'il a retiré 750 000 euros et il a constitué du capital. Donc contrat rempli. Je voudrais juste savoir comment se comporte le vôtre dans les gros accidents de marché. Comme on cherche et qu'on arrive en règle générale à éviter les pertes irrémédiables en capital, on est capable de tenir des positions même dans les chocs de marché. Alors prenons deux exemples. Et ça se traduit par quoi? Deux exemples. Le premier, c'est la bulle techno. Le marché explose. Le fonds va forcément baisser vu qu'il a un biais action, même s'il avait évité les technos. Mais en combien de temps est-ce qu'il s'est repris? Il s'est repris en 8 mois. Ah oui. Et le marché, c'était 38 mois dans le marché action. Donc c'est-à-dire que vous avez un véhicule qui a réagi beaucoup plus vite pour revenir à son seuil de, on va dire le seuil où il est en break-even. C'est-à-dire qu'il revient à zéro, il recommence à constituer du capital. Vous aviez un autre exemple? L'autre exemple, c'est la crise du crédit, où là, le fonds va récupérer en 21 mois, ou 20 mois, on va dire, même c'était plutôt 20 mois, le marché n'est toujours pas revenu au plus haut. Donc là, on est véritablement donc il a une réelle capacité de rebond. Et c'est pourquoi? Parce qu'on évite, on n'a pas de perte irrémédiable en capital, donc on peut tenir nos pauses. On sait ce qu'on a en portefeuille. Gad, merci. Place à l'expert maintenant pour parler justement de performance. Bonjour Bogdan. Alors c'est vrai qu'en termes de performance, la grande question, celle des investisseurs, c'est qu'est-ce que ça donne? Alors la mesure de la performance des fonds flexibles, d'abord ce qu'on constate quand on regarde cette population, c'est que les performances sont extrêmement hétérogènes. Et la difficulté qu'on a sur ces fonds flexibles, c'est de trouver un benchmark. Parce que autant quand vous regardez la performance d'un fonds action française, grande capitalisation, c'est relativement simple, vous regardez ce qu'a fait le CAC 40. Dans le cas d'un fonds flexible, vous allez difficilement trouver un benchmark unitaire, et là, la façon d'apprécier la performance va être de regarder cette performance dans la durée, aussi bien sur 1 an, 3 ans, et quand on a un historique suffisant, sur 5 ans. Merci. Et pendant que nous écoutions notre expert, Édouard Petit-Didier, nous a rejoint en plateau. Édouard, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, je crois que vous avez beaucoup de questions à poser à Gad. Bonjour Allez-y. Gad. Bonjour Édouard. Dans ce dernier numéro, j'aurais aimé qu'on parle de l'allocation actuelle du fonds. Et j'ai une première question sur la poche action.
Il y a eu un mouvement exceptionnel sur le Japon. Je voulais savoir si vous l'aviez anticipé et si vous pensez que ce mouvement est durable. Alors, c'est une excellente question parce que ça nous ramène à reparler un petit peu de la construction de portefeuille qui se fait sur le très long terme, comme on l'évoquait dans les numéros précédents. Et il est vrai que sur le Japon, on avait commencé à avoir des signaux avant-coureurs, que ce soit au niveau des valorisations qui devenaient très attractives, de certains changements de business model sur certaines sociétés qui nous semblaient vraiment à propos. Il manquait quelque chose qui était le catalyste. Et le catalyste, on l'a eu, il s'est vraiment matérialisé avec le changement de gouvernement. On est passé sur un gouvernement qui est plutôt pro-croissance et donc qui va forcément prendre toutes les mesures pour créer de l'inflation au Japon. Et donc forcément, ça va fragiliser la devise, mais ça, c'est pas grave, on peut le couvrir. Mais donc, on a de très belles perspectives sur le Japon et on pense que ça va être un pari qu'on va tenir pendant un certain temps. Quels sont aujourd'hui, toujours dans cette poche action, vos grands paris? Alors, toujours dans la même veine, vous vous souvenez qu'on avait eu tendance à remonter la pondération américaine et on était même légèrement surpondéré les États-Unis. On a commencé là à infléchir cette tendance et à réduire pour être légèrement sous-pondéré États-Unis. Donc on pense qu'il y a une grosse partie de ce qu'il y avait à prendre qui a déjà été fait. Donc on continue à avoir une belle pondération, mais plus aussi importante, ça va continuer à réduire. On est sous-pondéré l'Europe. On a quelques paris dans les émergents, notamment sur l'Amérique latine, ou des pays comme le Brésil. Moins évident sur le reste de l'Asie et en Japon. C'est des paris qui se prennent sur des tendances assez longues. D'accord. Donc si j'ai bien compris, vous êtes toujours à peu près 60% actions et 40% tout. Alors on est 60% actions, légèrement plus, on doit être à 62%. On est 23% obligataire et on a 17% de cash parce qu'on pense qu'il va y avoir des opportunités pour pouvoir se redéployer, il nous faut du cash. Je voulais avoir un peu votre sentiment sur votre vision maintenant de l'obligataire et sur le type d'allocation que vous allez maintenant produire. C'est exactement ça. Nous, on pense que, par exemple, on voit une grande partie des confrères de la place qui restent très surinvestis sur la partie high yield. Nous, on a réduit ça de manière significative. Donc, toutes les obligations en rendement, on pense... Pas de fonds à échéance qui va arriver. Non, on pense qu'il y a un risque qui est sous-estimé dans les obligations à haut rendement, c'est que les investisseurs ont tendance à considérer, si vous voulez, que la liquidité naturelle des obligations à haut rendement est la même que celle des obligations traditionnelles. Et nous, on n'est pas forcément d'accord avec ça, et on se dit qu'en cas de choc de liquidité, ça peut être dangereux. Donc on a complètement sous-pondéré cela. En revanche, on est rentré sur les convertibles, et on a effectivement réduit globalement notre pondération obligataire. D'accord. Et dernière petite question, la performance depuis début de l'année est assez bonne. C'est donc essentiellement la partie action qui a contribué? Oui, c'est le fait de pouvoir avoir ce rebond, de bénéficier des rebonds de croissance, et c'est toute la force de ce produit. C'est donner un véhicule qui a une belle croissance avec beaucoup de moins de volatilité que les marchés actions. Très bien. Gad, l'heure tourne. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Édouard, merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, c'est tout pour cette 4e édition de 100% gestion flexible avec BlackRock. Merci de nous avoir suivis et à très vite.